Bien le bonjour et bienvenue à cette première présentation dans le cadre du cours SCT 4061. Donc, nous sommes en électricité dans les défis énergétiques. Avant de commencer, si vous n'avez pas encore visionné la vision de présentation de ma chaîne, je vous invite à vous arrêter tout de suite et d'aller la visionner. Vous pourrez ensuite revenir pour écouter cette extraordinaire vidéo. Aujourd'hui, donc, première vidéo dans le cadre de ce module. Donc, on s'apporte sur le dossier 1, donc l'organisation de la matière. Bon, pour comprendre ce dont on parle quand on parle de matière, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'atome. Je vais donc faire un petit survol de l'évolution du modèle atomique avec vous, mais en fait, il y a une vidéo qui porte exclusivement sur l'évolution du modèle atomique que vous pourrez aussi aller visionner sur ma chaîne. Ici, on commence avec Dalton. Évidemment, le mot atome vient du mot atomos, qui est un vieux mot grec qui date de la Grèce antique. Donc, on parle des débats entre Démocrite et Aristote, mais je ne passerai pas là-dessus tout de suite. On va commencer avec Dalton. Donc, Dalton, pour lui, le modèle atomique, c'est des petites billes. Donc, c'est exactement ce que vous voyez quand on parle de petits modèles de tiges et de billes à l'intérieur des cours de sciences. C'est ce modèle-là qu'avançait Dalton. Donc, pour lui, ce qui est particulier à son modèle, c'est que si, par exemple, j'ai de l'oxygène, mais tous les atomes d'oxygène vont être identiques. Donc, ça, c'est très important pour lui. Et je ne peux pas avoir deux atomes identiques qui sont des éléments différents. Autrement dit, je ne peux pas avoir un atome d'azote et un atome d'oxygène qui sont identiques. Ça ne fonctionne pas. Donc, chaque atome a son type d'atome qui lui correspond. Chaque élément a son type d'atome qui lui correspond. Ce qu'il avance aussi, c'est que quand je vais assembler ces atomes-là ensemble, ça va former ce qu'on appelle des molécules. Donc, c'est des regroupements d'atomes. Au niveau de Thomson, Thomson, lui, fait une expérience. Et dans son expérience, il se rend compte que dans un tube cathodique, le rayon cathodique est dévié par un champ électrique. Je vous explique un petit peu, on va parler un petit peu plus en français. C'est quoi, premièrement, un tube cathodique? Bien, vous le voyez, en fait, c'est les vieux écrans de télévision. Donc, les écrans de télévision qui étaient très profonds, qui avaient un gros derrière. Là. Donc, on parle de ces télévisions-là, c'est la même chose pour les écrans d'ordinateur. Donc, qu'est-ce qui arrivait? C'est que j'avais des électrodes, une positive et une négative, dont je faisais changer le champ qui existait entre les deux. Ce qu'il se rend compte, c'est que ça fait dévier mon rayon. Et mon rayon va dévier vers la source qui est positive. C'est ce qui me permet de faire un balayage d'écran sur un écran cathodique. Donc, pour lui, ce que ça veut dire, c'est que la matière n'est pas neutre. Donc, on a une particule négative. On vient de voir apparaître une particule très importante de l'atome qu'on va appeler l'électron. Donc, pour lui, le modèle atomique devient quoi? Eh bien, en fait, je vais avoir une espèce de pâte positive, mais lui, il dit, mon rayon cathodique, j'ai arraché les particules négatives de tout ça, donc j'ai arraché les électrons. Donc, dans cette pâte positive, je vais avoir, c'est comme je vous dis, c'est le principe du pain au raisin, donc je vais avoir des particules que je peux arracher de mon atome, qu'on va appeler électrons, et qui vont porter une charge négative. Rutherford maintenant. Donc, quand Ernest Rutherford arrive, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre une feuille d'or et il va envoyer des rayons au travers, des rayons alpha, des particules alpha. Et ce qu'il se rend compte, c'est que la majorité des particules passent à travers la feuille, donc la feuille étant très, très mince. Pour lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que je vais me faire une feuille d'or tellement mince qu'il va avoir un atome d'or d'épaisseur. Évidemment, on n'est pas capable de faire ça, mais son idée est quand même de faire la feuille excessivement mince. Ce qu'il voit, comme je vous dis, c'est que la majorité passe au travers. Qu'est-ce que ça me dit? C'est qu'il y a énormément de vide dans la matière. Parce que si mon rayon passe au travers, il ne peut pas passer à travers de la matière, donc il va passer à travers le vide qui est à l'intérieur de la matière. Donc, ce n'est pas qu'il y avait des trous dans la feuille d'or, mais c'est vraiment que dans ma particule qu'on appelle atome, j'ai énormément de vide. La deuxième chose qui se rend compte, c'est que je vais avoir des particules qui vont dévier. Ces particules-là vont dévier pourquoi? Eh bien,
moi, je sais que le rayon que j'envoie dans ce cas-ci, ce n'est pas le rayon cathodique de Thomson, mais c'est un rayon qui est positif. Et ce rayon positif-là, il doit dévier en étant influencé par un champ électrique lui aussi. Le champ électrique est où à l'intérieur de ma feuille d'or? En fait, c'est que je vais avoir des particules positives qui vont repousser, donc qui vont repousser les particules positives de mon rayon. Et on vient de voir apparaître ce qu'on va appeler le proton. Donc, cette particule positive, très importante aussi dans l'atome. La troisième chose, et c'est probablement ce qui le surprend le plus, c'est que je vais avoir des rayons qui vont carrément rebondir vers moi. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc, qu'est-ce que ça lui dit? Lui, il dit, si j'envoie un proton sur un proton qui ont à peu près la même masse avec une très grande vitesse, hein, on parle d'une excessive vitesse quand on parle de ces rayons-là, théoriquement, je devrais carrément démolir ma feuille d'or. Donc, comment une particule qui frappe quelque chose de positif qui a la même masse peut revenir vers moi? Eh bien, pour lui, il l'explique en disant, il faut que j'ai plus qu'une particule. Donc, dans le fond, dans ma feuille d'or, ce que je vais avoir, c'est mes particules positives vont être toutes regroupées dans un amas excessivement dense. Et quand mon proton, ou en fait, quand mon rayon va aller vers cette particule-là, donc c'est cette espèce d'amas de protons-là, ben, il n'aura pas le choix, il est face à un groupe, là, donc il n'aura pas le choix de revenir sur ses pas. Donc, à ce moment-là, ce regroupement de protons-là, on appelle ça un noyau, et il va être excessivement dense, donc des protons regroupés ensemble dans le milieu de l'atome. Donc, le modèle de Rutherford ressemble à quoi? Je vais avoir un noyau très dense dans lequel se trouvent des protons et je vais avoir mes électrons qui tournent autour de l'atome. Mais pour lui, il n'y a pas quelque chose de très précis au niveau de où sont les électrons. Ils tournent autour du noyau. Les particules, donc la majorité du rayon va passer au travers, donc à l'intérieur du vide. Je vais avoir des rayons qui vont dévier, comme je le disais, quand je vais passer près du noyau. Et je vais avoir des rayons qui vont rebondir quand je vais directement vers le noyau. C'est ce qui me donne le modèle qu'on connaît de Rutherford. Ensuite, arrive Niels Bohr. Qu'est-ce que Niels Bohr va rajouter? Je vous explique sommairement son expérience. En fait, c'est qu'il va envoyer un rayon et il va se rendre compte que la lumière blanche, puis ça on le savait déjà, hein, on le voit quand il pleut, il fait soleil en même temps. On le vit énormément pendant la période de COVID parce qu'il y avait énormément d'arc-en-ciel un peu partout. Mais quand on envoie de la lumière blanche sur un prisme, en fait, la lumière va se décomposer. Et on sait que la lumière blanche est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, quand elle va se décomposer, elle va se décomposer en arc-en-ciel. Ce que lui se rend compte, c'est quand il utilise la lumière émise par de l'hydrogène. Là, c'est un peu différent. Je vais avoir des lignes spécifiques. Donc, je n'aurai pas tout l'arc-en-ciel, je vais avoir vraiment des traits de lumière de couleurs très particulières. Qu'est-ce que ça lui dit? Eh bien, dans le fond, le principe de la lumière, c'est quoi? C'est que je vais exciter des électrons. Et quand j'excite mes électrons vont gagner en énergie et donc vont s'éloigner du noyau. Et quand ils vont revenir à leur endroit initial, ils vont libérer une énergie qu'on appelle un photon, donc qui est en fait la lumière. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, mon électron tourne normalement et quand je vais lui donner cette énergie-là, il va sauter sur la deuxième couche et revenir sur la première. Et c'est au moment où est-ce qu'il revient sur la première qu'il va émettre le fameux photon. Par contre, ce qui est particulier pour lui, si on suit le modèle de Rutherford, c'est que mes électrons tournent un peu n'importe comment autour de mon noyau. Ce qui n'est pas le cas du modèle de Bohr. En fait, lui, ce qu'il va dire, c'est que si je tournais n'importe comment, j'émettrais n'importe quelle lumière. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, pour avoir des lignes aussi précises que ça, il faut que mes électrons tournent à des endroits précis. Des endroits précis qu'on va appeler, tout dépendamment, couche électronique ou niveau d'énergie. Donc, c'est des endroits qui vont être très précis et donc, quand je vais sauter d'un niveau à un autre, je vais émettre un photon avec une énergie très précise qui va correspondre à une lumière, à une couleur plutôt très précise.
Maintenant, il reste un modèle atomique à voir ensemble, c'est le modèle atomique simplifié. Donc, c'est le modèle qui va être le plus important parce que c'est celui qu'on va utiliser dans le cadre du cours de 4e secondaire. Donc, évidemment, on a encore les protons qui sont collés ensemble dans le noyau, mais il y a un problème avec le modèle de Rutherford et de Bohr. Quel est-il? En fait, on l'a vu avec la feuille d'or, les protons se repoussent. Comment ils peuvent être dans un noyau collé tout ensemble? Ça me prend de la colle en quelque part, ça me prend un élément stabilisateur. Il faut stabiliser le noyau. Et ce qui va stabiliser le noyau, c'est les neutrons, qui sont également dans le noyau. Donc, ils vont tenir tout ça ensemble. Et finalement, je vais avoir mes électrons qui vont tourner autour de l'atome, sur des couches électroniques précises comme l'avait spécifié Bohr. Maintenant, je vous annonce quelque chose. Ce modèle-là, ce n'est pas le dernier modèle. En fait, il existe des modèles beaucoup plus poussés où on va voir, par exemple, que l'électron, que j'appelle une particule depuis le début, c'est pas si simple que ça. Un électron, c'est pas une petite bille. C'est pas pour rien que j'ai pas fait de petite bille ici. C'est pas une petite bille. C'est plus complexe que ça. Puis on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle va être, mais on sait la quantité d'énergie qu'elle va avoir. OK? Par exemple, on va pouvoir voir que le proton et le neutron, c'est pas vrai qu'ils sont indivisibles. On peut les séparer eux autres aussi. Donc, pourquoi d'abord je ne vais pas plus loin? Est-ce que vous enseignez des faussetés? Absolument pas. Je vais vous expliquer pourquoi on va jusque-là, puis pourquoi je vous ai, dans le fond, raconté l'histoire du modèle atomique. Un modèle où la représentation que la science se fait des choses, en fait, c'est représenté par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par ce qu'on perçoit, parce qu'on est capable d'évaluer, de calculer. Donc, c'est vraiment une explication de ce qu'on voit. Évidemment, un bon modèle va être capable de faire des prédictions. Donc, je vais être capable avec le modèle atomique ou avec les sciences qu'on voit, de vous expliquer pourquoi telle substance va réagir, telle substance ne réagira pas, par exemple. Donc, on est capable de faire des prédictions précises de ce qui va se passer dans la nature. Ceci étant dit, des fois, il va arriver des choses parce qu'on ne pourra pas se l'expliquer. Et c'est là où est-ce que, comme Bohr a fait pour Rutherford, Bohr n'a jamais contredit Rutherford. Bohr a ajouté un élément à Rutherford. Donc, lui, il voyait que le modèle de Rutherford ne correspondait pas à ce qu'il observait, et donc il a complété son modèle avec l'ajout des couches électroniques. Il faut comprendre que l'évolution des différents modèles, là on parle du modèle atomique, mais ça va être l'évolution des sciences en général, fonctionne de cette façon-là. Souvent, on va partir de ce qui est existant et ce qui est établi, et on va compléter cette représentation-là de la réalité pour en venir à un nouveau modèle. Donc, on part pas avec une feuille blanche généralement. On part déjà avec de la matière, on part déjà avec une conception de ce qui se passe dans la nature. Donc, c'est la raison pourquoi je vous l'ai expliqué. Et je tiens à dire que si vous venez me voir et que vous me posez des questions, ça se peut que je vous explique certaines notions avec le modèle de Dalton. Donc, je vais sortir mes billes et mes petits bâtons. C'est pas Thomson, c'est pas Rutherford, c'est un modèle, c'est le premier modèle que j'ai expliqué aujourd'hui. Il y a eu bien des modèles avant ça. Pourquoi je peux le faire? Eh bien, parce que ça va m'aider à vous expliquer la matière pour que vous la compreniez bien. La seule chose, c'est que le modèle de Dalton, donc la petite bille, elle n'explique pas pourquoi, par exemple, le carbone a 4 trous. Pourquoi, elle, je peux juste rentrer 4 bâtonnets, tandis que l'oxygène, je peux juste en rentrer 2. Ça n'explique pas ça. Okay? Donc ça, il faut aller plus loin. Il faut aller comprendre ce qu'est l'électron pour ça. Mais ça me permet quand même d'expliquer certaines choses. Donc, les modèles atomiques qu'on utilise, on va les utiliser pour expliquer des choses, pour se représenter ce qu'est la réalité et pour pouvoir faire des prédictions. Maintenant, ces éléments-là, ces atomes-là, ils sont présents où? Ils sont tous présents, ils sont tous répertoriés, en fait, dans le tableau périodique. Et c'est important de comprendre ce tableau-là parce qu'on le voit aujourd'hui. Vous allez le revoir dans vos autres modules de 4e secondaire. Ceux qui font chimie, vous allez le revoir encore. Puis ceux qui poursuivent encore en sciences, vous allez le revoir encore au cégep et à l'université. Donc, ces éléments-là sont tous répertoriés dans un tableau qui nous donne énormément d'informations. Non seulement sur les valeurs qui sont inscrites, mais aussi sur l'endroit où est placé l'élément dans le tableau périodique. Donc, c'est vraiment un outil indispensable. Donc, quelle information me donne la petite briquelette? Ici, j'ai une petite briquelette de fer
Et qu'est-ce qu'elle va me donner comme information? La première chose, elle me donne le numéro atomique, qui est égal à 26 dans ce cas-ci. Ça correspond au nombre de protons que contient l'atome. Et comme je l'ai dit, le nombre de protons correspond à ce qu'est l'élément. Donc, il n'y a que le fer qui peut avoir 26 protons. Deuxième chose qu'on va me donner, c'est le symbole chimique. Et là, faites attention. Je vois toutes sortes de choses quand vous écrivez vos symboles chimiques. La première lettre du symbole chimique doit toujours être en majuscule et la deuxième lettre du symbole chimique doit toujours être en minuscule. Et s'il advenait qu'il y en ait une troisième, ça peut arriver pour certains éléments, elle va être encore en minuscule. Okay? C'est ce qui nous permet de ne pas confondre le cobalt et le monoxyde de carbone. Donc, le cobalt, le symbole du cobalt, c'est CO, minuscule, alors que le monoxyde de carbone, qui est une molécule, son symbole, c'est C majuscule, O majuscule. Okay? Et je pourrais vous donner un paquet d'exemples comme ça. Donc, c'est vraiment important que vous mettiez la première lettre en majuscule et la deuxième lettre en minuscule pour ne pas avoir de confusion entre une molécule quelconque et entre un atome quelconque. Le troisième élément qu'on va me donner, c'est la masse atomique. La masse atomique, à quoi ça correspond? En fait, ça correspond aux particules qui ont une masse capable de changer quelque chose dans le noyau. Okay? Donc, les électrons sont super légers, fait qu'ils ne sont pas inclus vraiment dans la masse atomique. Donc, la masse atomique, c'est vraiment le nombre de particules dans le noyau, le nombre de nucléons. Vous voyez ici comment transférer ça en grammes. C'est un drôle de chiffre. En fait, ça correspond à 1/12e d'atome de carbone 12. Mais ça, vous n'avez pas besoin de le savoir. Okay? Donc, c'est vraiment juste une unité pour connaître la masse de mon élément. Maintenant, attaquons la bête, attaquons ce fameux tableau périodique. Les éléments du tableau périodique se séparent principalement en 3 regroupements. Le premier regroupement, ce sont les métaux, qui sont particulièrement importants pour nous en ce qui concerne l'électricité. Donc, c'est des bons conducteurs thermiques, c'est des bons conducteurs électriques aussi, donc ça va nous permettre d'en faire des fils électriques. Ils vont avoir un éclat métallique, il va être malléable et ductile. Mais malléable et ductile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut en faire des fils, on peut en faire des feuilles et surtout, on va pouvoir les plier, on va pouvoir travailler avec eux. Le deuxième regroupement, ce sont les non-métaux. Donc, c'est exactement le contraire des métaux. Donc, c'est des mauvais conducteurs thermiques, mauvais conducteurs électriques. Habituellement, la plupart sont gazeux, mais ceux qui ne sont pas gazeux, ils vont avoir un éclat terne. Donc, il n'y aura pas l'éclat métallique. Et c'est des matériaux qui vont être friables. Donc, je ne pourrai pas les plier ou en faire des fils. Et finalement, il va y avoir les derniers éléments qui sont ceux qu'on n'est pas capable de classer. En fait, c'est les éléments qui sont entre les deux, qui ont des propriétés de un et des propriétés de l'autre. Là, j'en profite pour vous signaler un petit quelque chose. Quand vous allez travailler avec les métalloïdes, ça se peut que selon la maison d'édition, ce ne soit pas exactement les mêmes éléments. Mais nous, on va travailler avec ceux qui sont présentés présentement. Comment on va être capable de les reconnaître? Bien, premièrement, souvent, il y a une espèce d'escalier dans le tableau périodique. Donc, c'est des éléments qui vont être de part et d'autre de cet escalier-là. Mais si vous voulez un beau petit truc facile, les fans d'Andrei Markov vont être heureux. 60, 19 points. Donc, ça nous permet de reconnaître, c'est un truc mnémotechnique pour reconnaître quels sont les éléments qui sont les métalloïdes. Je l'ai dit tantôt, d'ailleurs, vous l'avez vu avec l'expérience de la feuille d'or, hein? 2 charges positives vont se repousser. En fait, ce n'est pas 2 charges positives, c'est 2 charges de même signe qui se repoussent. Donc, si j'ai 2 électrons, c'est le même principe, ils vont se repousser. Par contre, si j'ai une charge positive et une charge négative, dans ce cas-ci, ils vont s'attirer. Je vais donc avoir un principe de force qui vont se faire entre les différentes charges, soit une force d'attraction, comme c'est le cas présentement, ou soit une force de répulsion lorsque les signes sont les mêmes. Pour calculer cette force-là, donc pour être en mesure de savoir si cette force-là va être grande ou petite, eh bien, on a une formule. Cette formule-là, elle est donnée ici. Donc, c'est la force qui est égale à une constante K multipliée par la charge que possède ma première sphère, multipliée par la charge que possède ma deuxième sphère, et tout ça
divisé par le rayon au carré. Le rayon au carré, c'est quoi? En fait, c'est la distance entre les deux charges. Évidemment, c'est bien beau de parler de relations qui nous permettent de savoir si la force est grande ou petite, mais il ne faut pas oublier qu'au départ, la matière est neutre, ce qui veut dire qu'elle possède autant de charges positives que de charges négatives. Donc, comment on fait pour charger de la matière? Il y a principalement 3 façons de le faire. La première façon, on la connaît, c'est par frottement. Donc, en frottant, on va développer une électricité statique, ce qui fait que dans ce cas-ci, j'ai des charges négatives, des électrons, qui sont passés de ma sphère à mon bout de tissu. Mon bout de tissu est donc chargé négativement. Évidemment, là, c'est une façon simplifiée de le montrer parce qu'il ne faut pas oublier que dans la matière, je vais avoir des charges au départ. Mais mon bout de tissu étant neutre, j'avais au départ autant de charges positives que de charges négatives. Maintenant, j'ai plus de charges négatives parce que j'en ai acquis de ma sphère. Maintenant, comment on sait que c'est le bout de tissu qui a acquis les charges et non la sphère, donc que les électrons sont passés de la sphère au bout de tissu et non le contraire? Eh bien, on le sait par ce qu'on appelle la série électrostatique. Donc, on voit ici dans le tableau que plus je suis haut dans mon tableau, plus je vais avoir tendance à recevoir des électrons. Donc, l'or a tendance à recevoir des électrons, il va avoir tendance à être chargé négativement, tandis que la fourrure a tendance à donner des électrons, ce qui veut dire qu'il va avoir tendance à être chargé positivement. La deuxième façon de charger un corps, c'est par induction. Donc, comment ça fonctionne? C'est que si j'approche un bout de tissu chargé négativement, eh bien, les charges négatives de ma sphère vont avoir tendance à réagir. Comme les deux moins se repoussent, eh bien, les charges négatives vont avoir tendance à s'accumuler sur la partie droite de ma sphère, alors que les charges positives vont avoir tendance à rester sur la partie gauche. En fait, on s'entend, les charges positives ne bougent pas, donc c'est vraiment les électrons qui vont se déplacer vers la partie droite de ma sphère. Je vais donc avoir une espèce de charge qui va se faire. Et comme on l'a vu, ben, la force électrostatique est vraiment liée à la distance. Donc présentement, la force d'attraction entre mes charges positives et mon tissu négatif est plus grand que la force de répulsion entre mes charges négatives, pour la simple et bonne raison que mes charges négatives sont plus loin. Donc le rayon est plus grand. Donc je vais avoir tendance à attirer. C'est la raison pourquoi une règle, par exemple, que j'ai chargée au départ en le frottant avec un bout de fourrure, ben ma règle va toujours attirer mes confettis, même si mes confettis étaient au départ neutres. La troisième façon de charger, c'est par contact. Au moment où est-ce qu'il va y avoir contact, évidemment, je vais avoir un équilibre qui va se faire entre la charge de mon tissu et la charge de ma sphère. Donc, je vais avoir un passage de charge négative de mon tissu à ma sphère. Mais là, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que mes deux matières sont devenues neutres. Pas du tout, en fait. Ce que ça veut dire, c'est que le passage de charge a développé une charge négative qui est moindre dans le tissu et a développé une charge négative dans la sphère. Donc, comme on le voit, ce qui va être respecté, c'est le ratio entre mon nombre de charges positives et mon nombre de charges négatives. Autrement dit, je vais développer la même charge, la même quantité de charge dans ma sphère et dans mon tissu. C'est ce qui met fin à cette capsule dans le cadre du premier chapitre de SCT 4061. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser des petits pouces vers le haut. Donc, vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.